La sagesse Congo enseigne que kiasala nkwama zayu kitomanga kiankwa bunzimbu kitomanga ko. Ce qui veut dire que le travail fait par un connaisseur est toujours de qualité, tandis que celui qui est fait par un ignorant est toujours médiocre. C'est pourquoi la même sagesse Congo dit que ungimina mfundi ungimini nzayuluko kade buzobadia budianga. C'est pourquoi la même sagesse Congo dit que je préfère que tu me refuses la nourriture, mais ne me refuse pas la connaissance, car l'ignorance tue. Et c'est pourquoi le Maître Jésus disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira, la vérité va vous dégager de l'esclavage. Je me suis rendu compte que mon peuple, le peuple congolais, périt par ignorance. Si j'ai pris la résolution que désormais, quand il y aura un problème d'intérêt majeur qui va focaliser l'attention du peuple congolais, moi je tiendrai des points de presse sur ces problèmes d'intérêt majeur pour tenter d'éclairer le Congolais moyen. C'est ainsi qu'autrefois j'avais voulu partir au campus universitaire de Kinshasa, à la faculté au département des relations internationales, pour tenir un point de presse sur l'ère du Verseau. Si on m'avait autorisé d'aller tenir ce point de presse, qui allait être sérieusement animé, parce que fait dans un milieu universitaire avec des grands professeurs et des étudiants très conscients, aujourd'hui, le problème de la démission du pape à Rome allait être compris avec beaucoup de profondeur par tous ces professeurs qui auraient pu assister à ma conférence. Parce que je sais que la nature de certaines questions qu'ils allaient poser allait m'amener à toucher un peu à gauche et à droite et à éclairer certaines lanternes. Malheureusement, le gouvernement m'avait interdit d'aller tenir ce point de presse sur l'ère du Verseau et ça n'a pas été tenu. Dans mon dernier point de presse, j'avais tenu, l'avant-dernier, j'avais tenu à vous mettre au courant du problème de la cohésion nationale. J'ai donc tenu un point de presse où j'ai dit comment renforcer la cohésion nationale. Parce que je vois au Congo qu'il y a des gens qui parlent de cohésion nationale et qui font le contraire de ce qui renforce cette cohésion. Il y a des gens qui parlent de la nécessité de l'unité nationale et dans leur comportement journalier se comportent comme des grands ignorants qui ne savent pas que les actes qu'ils posent vont fragiliser l'unité nationale. Alors je me suis dit, je vais tenir un point de presse où je vais plancher sur le thème comment renforcer la cohésion nationale. Et en résumé, j'ai pris un exemple du passé, l'Empire romain, qui était un grand ensemble qui s'étendait de l'Espagne jusqu'en Israël, tout le bassin méditerranéen. J'ai démontré que ça a été un grand ensemble, mais qui a fini par éclater en plusieurs États indépendants, parce que ce grand ensemble était géré par des injustices. J'ai comparé cet empire romain avec la République démocratique du Congo, où je dis ceci à mes compatriotes congolais, que l'histoire est implacable. Quand vous générez des causes, dans le futur, vous allez récolter des effets. Et qu'une accumulation de causes négatives créeront des effets négatifs dans le futur. Et qu'à travers le vaste panorama de l'histoire de la race humaine, les grands ensembles se forment, se développent et se détruisent. J'ai attiré l'attention de mes compatriotes congolais que ne considérons pas comme un fait accompli
le fait que la République du Congo est là. C'est un pays qui n'a pas été fondé par un policier congolais. C'est un étranger qui l'a fondé de force. C'est un mariage forcé dont nous avons l'obligation de le souder, de le transformer en mariage d'amour. Et j'avais toujours dit que si nous réussissons de le faire, et si nous plaçons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, alors bravo pour notre pays et pour notre futur. Mais si les Congolais pensent que l'unité du Congo c'est un fait accompli, il sera toujours là-bas, nous on peut être injuste, on peut malmener telle ethnie, on peut commettre des injustices à gauche, à droite, l'unité sera toujours là, c'est de l'ignorance. L'ex-URSS a éclaté en plusieurs États indépendants. La Yougoslavie a éclaté en plusieurs États indépendants. Serbie, Kosovo, Croatie, patati patata. Ici en Afrique, le Soudan venait d'éclater en 2 États indépendants. Si c'est ça que nous voulons pour la RDC, alors comportons-nous de n'importe quelle manière. Mais si c'est l'unité de la RDC que nous prenons, alors nous devons savoir qu'il y a des comportements qu'il faut éviter et d'autres qu'il faut renforcer. Dans mon deuxième point de presse, je parlais de l'importance de notre terre. Parce que la terre, c'est le pays. Là où il n'y a pas de terre, il n'y a pas de pays. Comment pouvons-nous définir d'une autre manière par rapport à la terre, la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que c'est la République démocratique du Congo? Mais par rapport à la terre, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo, c'est l'ensemble des terres appartenant à toutes les ethnies qui sont contenues dans les frontières de la République démocratique du Congo. On a décrit un certain espace qu'on appelle République démocratique du Congo, et cet espace-là est simplement obtenu en prenant la terre de Bakongo, Bakongo Bandundu, surtout ça sont de Bakongo, en ajoutant la terre de Kassaïen, en ajoutant les terres de Katangé, les terres de Kivusiens, le Maniema y compris, le Grand Kivu, les terres de Boyoma, de l'Équateur, les différentes ethnies de toutes ces régions-là ont des terres leur laissées par leurs ancêtres, et quand nous mettons ces terres ensemble, nous obtenons la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui nous vendons un petit morceau, 2 ans, 3 ans après, on vend un autre petit morceau, et après on continue de vendre des petits morceaux, va venir un moment donné, nous n'aurons plus de terres à nous, et le pays ne nous appartiendra plus. Aujourd'hui, mon point de presse d'aujourd'hui va s'intituler « À propos du Forum national ». À propos du Forum national. Au cours de ce point de presse, je vais faire certains rappels historiques qui nous conduiront à tirer certaines conclusions. Parce que ça ne sert à rien de vouloir inventer la roue quand nous savons que la roue a déjà été inventée. Nous n'allons qu'à copier sa fabrication ou nous n'allons qu'à l'acheter à celui qui le vend au lieu de faire 50 ans de recherche dans l'art de comment fabriquer la roue. La roue a déjà été inventée. S'il y a un forum national, c'est qu'il y a une crise. Parce que dans la tradition négro-africaine, lorsqu'un ensemble de causes négatives s'accumulent dans une communauté, le chef de clan rassemble les notables de sa communauté qui vont débattre des différents problèmes du clan et y trouver des solutions. Une fois qu'on a trouvé des solutions, le clan se réconcilie. Et après la réconciliation du clan,
le clan devient fort, devenu un bloc monolithique, le clan deviendra prêt à affronter un clan étranger parce que être gangréné de problèmes à l'intérieur de notre clan, des problèmes qui nous divisent, et affronter un clan étranger, c'est courir des risques. Car le Maître Jésus disait que tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. À propos du Forum national, et parce qu'il y a une crise au Congo, mais cette crise a commencé quand? Mais cette crise n'a pas commencé aujourd'hui. Cette crise a commencé le 30 juin lors du discours incendiaire de Lumumba. Personnellement, en ma qualité de grand maître de la sagesse Congo, j'ai dit que tout ce que Lumumba avait dit dans ce discours était vrai, mais ce n'était pas le moment de le dire. L'ayant dit, ça a précipité le Congo dans un certain gouffre dont nous ne sommes toujours pas sortis jusqu'aujourd'hui. Et quand cette crise avait commencé, les observateurs avisés des affaires congolaises disaient les Congolais sont incapables de diriger un grand pays qui est aussi vaste que toute l'Europe. Mais cette incapacité des Congolais est due à une faute de la Belgique qui n'a pas formé de cadre universitaire qui devait pouvoir gérer le Congo après l'indépendance. Donc la cause, on la mettait sur le dos de la Belgique. J'ai dit que oui et non. Je vais m'expliquer par la suite. Mais les gens disaient que les Congolais sont incapables de diriger leur pays parce que la Belgique n'a pas formé de cadre universitaire qui devait gérer le Congo après l'indépendance. Contrairement à la colonisation française où des gens comme des Senghor, des gens comme des Houphouët-Boigny avaient déjà été des députés au Parlement de Paris avant l'indépendance, où ils avaient acquis une certaine expérience. C'est la faute de la Belgique. Et je dis que c'est non. C'est la faute de la Belgique qui n'a pas formé de cadres universitaires qui devaient pouvoir prendre la relève et gérer le pays après l'indépendance. Je dis que ce n'est pas la faute de la Belgique. Quelque part, la Belgique a une petite part de responsabilité. Quand vous allez coloniser un pays, s'il faut un jour le libérer, il faut former des cadres. Ça, je n'en disconviens pas. Mais je dis que le problème est plus profond que ça. Mobutu, ayant compris que c'est le manque de cadres universitaires qui crée tous ces problèmes dont souffre le Congo naissant, et même quand il faisait ces petits coups d'État intermédiaires avant le grand coup d'État du 24 novembre, dès que Mobutu prenait le pouvoir, il mettait sur pied un collège de commissaires généraux, et tous ces commissaires généraux, c'était des cadres universitaires. Parce que Mobutu avait entendu que c'est le manque de cadres universitaires. Alors il dit, je vais plancher sur les cadres universitaires. Lorsque Mobutu va faire son grand coup d'État du 24 novembre, mais il va s'entourer des universitaires congolais, diplômés des universités congolaises, des universités européennes, et des universités américaines. Mobutu va s'entourer de tous ces gens-là, dont les plus célèbres sont les Bomboko,
les Nsinga Oju et les Etienne Tshisekedi, des professeurs Mabi Mulumba, des Mpinga Kasenda, etc. Des grands universitaires. Des Tshisekedi, des Nsinga, des Bomboko ont été autour de Mobutu pendant presque 20 ans. Des grands universitaires autour de Mobutu, et la crise congolaise était toujours là. Ah tiens, tiens. On avait dit que la crise congolaise a comme principale cause le fait que la Belgique n'a pas formé de cadres universitaires. Mais là, Mobutu a avec lui des cadres universitaires et ça ne marche pas. Beaucoup de ces cadres universitaires ont été autour de Mobutu des grands extrémistes qui ont dévié Mobutu du droit chemin que Mobutu voulait suivre. Ce sont ces cadres universitaires, des grands extrémistes. Ils ont poussé Mobutu dans une direction. Mobutu y est allé parce qu'ils sont des universitaires. Et quand les choses ont tourné au vinaigre, certains de ces cadres universitaires qui ont poussé Mobutu dans la mauvaise voie se sont soudainement révélés comme des sauveurs. Ils commençaient à dire, c'est pas nous, c'est Mobutu le diable, nous sommes des saints. Mais les cadres universitaires, c'était un plat préféré de Mobutu. Et ça n'a pas marché. Finalement, Laurent Kabila est venu. Nzé Kabila est venu. Mais regardez dans son entourage, des grands universitaires. Des gens qui se disaient professeurs. En Europe, quand vous donnez cours, vous êtes un professeur. Quand Emani donne cours à une université, on dit le professeur Emani. Mais à la cité, on ne va pas l'appeler professeur Emani, professeur Emani, professeur. Parce qu'en Europe, professeur était synonyme de savant. Seul celui qui est devenu un savant va être appelé le professeur Tournesol. Le professeur Van Kwali. Mais celui qui simplement donne cours, on l'appelle le professeur à l'université, mais pas à la cité professeur tel. Mais vous, vous êtes maintenant plein de professeurs. Le professeur tel. Le professeur tel. Et ils ont aujourd'hui dans l'entourage du Raïs Kabila Kabange. Vous l'appelez Raïs, n'est-ce pas? Là encore, mais c'est plein de licenciés. C'est plein de gradués. C'est plein de docteurs. C'est plein d'ingénieurs. C'est plein de professeurs qui vous parlent de croissance à 2 chiffres. Laquelle croissance qu'on ne trouve pas dans l'assiette du paysan congolais. Donc les grands universités sont toujours là. Et nous voilà dans la crise. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Ça aussi, il faut pouvoir expliquer. Mais mon point de presse d'aujourd'hui est un point de presse qui consiste à toucher certains problèmes pour rendre conscients les Congolais. Si les différents problèmes que je vais toucher, les gens souhaiteraient que je les développe, je pourrais prendre un point particulier, en faire un point de presse, et puis je développe. On a dit que le Congo était en crise parce que la Belgique n'a pas formé de cadres universitaires. Et puis maintenant, ces cadres universitaires, nous en avons par milliers. Et la crise congolaise est toujours là. Pourquoi cela? Et c'est que parce qu'on a affaire à des universitaires analphabètes. Ça paraît être une contradiction, comment on peut être analphabète quand on est université, mais c'est une façon de parler. Et je sais bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça n'a pas marché?
parce que nous avons affaire à des universitaires analphabètes? Est-ce que ça n'a pas marché? Parce que nous avons affaire à des savants docteurs vicieux et gangrénés d'antivaleurs? Est-ce que ça n'a pas marché? Parce que nous avons simplement remis le pouvoir à des voyous intelligents? Mais la tradition africaine, notre tradition africaine, la tradition bantoue, dit que lorsqu'un chef de clan est prêt à mourir, il ne laisse jamais le clan entre les mains de n'importe qui. Le chef de clan fait un choix judicieux. Il regarde les candidats potentiels à qui il doit léguer le pouvoir. Il dit, celui-ci, il est intelligent, mais il est égoïste. Si je lui laisse le clan, son égoïsme va le conduire à faire souffrir les autres membres du clan. C'est pas lui. Il regarde l'autre et dit, celui-ci est intelligent. Il est ouvert envers ses frères de clan, mais il ne sait pas garder les secrets. Si je lui laisse le clan, notre clan n'aura plus de secrets. Oh, la sagesse congo enseigne que Congo dia fukwa, kufuku diko. Kadi wamana do fukula Congo na do yala ko. Que le royaume du Congo avait des secrets dont les dignitaires n'avaient pas le droit de divulguer. Parce que si vous divulguez ces secrets, vous deviendrez indigne de diriger le royaume du Congo. Et le chef de clan dit, celui-ci il est intelligent, il a plein d'amour pour ses frères de clan, mais il ne sait pas garder les secrets. Ce n'est pas à lui que je laisserai le clan. Il regarde l'autre, il dit, celui-là, il est vraiment intelligent. Il sait garder les secrets. Mais il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler. Je ne vais pas lui laisser le clan. Et finalement, il trouve un prince qui a un ensemble de qualités. Et c'est à lui qu'on confie la gestion du clan. Aller aux États-Unis, aller en Asie, aller en Europe. Vous croyez que les Européens confient leur pays, les Américains, les Européens, les Asiatiques, conscients, confient la gestion de leur pays à n'importe qui? Les universitaires étaient là avec Mobutu et la crise persistait. Ils étaient là avec Laurent Kabila. Ils sont là à la présidence actuellement. Et la crise continuait. Pourquoi cela? J'ai dit que est-ce que parce qu'on avait affaire à des universitaires analphabètes, ou on avait affaire à des savants docteurs gangrénés d'antivaleurs? En tout cas, science sans conscience n'est que le ruine de l'âme. Par conséquent, la République démocratique du Congo a besoin d'être gérée par des grands connaisseurs dotés de valeurs morales et spirituelles. Dans tous mes points de presse, c'est cet homme-là, c'est ce genre d'homme-là que j'appelle placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Cet homme-là, c'est le grand connaisseur, les grands connaisseurs qui sont en même temps dotés de valeurs morales et spirituelles et non pas des grands intellectuels
gangrénée d'antivaleurs. Nous allons partir au dialogue national. Si, à l'issue de ce dialogue, quand nous allons monter les institutions qui vont gérer les décisions, si nous maintenons les éternels savants docteurs gangrénés d'antivaleurs, eh bien, après, le Forum national sera égal à avant le Forum national. Voilà le premier point de mon point de presse d'aujourd'hui. Pourquoi la crise congolaise persiste et se maintient. Le deuxième point que je vais aborder dans ce point de presse, je le résumerai en disant qu'au Forum national où nous allons partir, il n'y a plus de nouveaux discours à tenir là-bas. Actuellement, à gauche et à droite, dans les laboratoires politiques, on est en train de confectionner des petits discours. Moi, je leur dis qu'il n'y a plus de discours à confectionner, à aller tenir là-bas. Mais qu'est-ce qu'on ira faire là-bas? Je suis l'un de ceux-là qui ont demandé ce forum, mais je dis d'avance à la classe politique qu'ils n'ont plus de discours à tenir. Mais parce que, qu'est-ce que je vais dire par là qu'il n'y a plus de discours à tenir? Mais quand la crise congolaise a commencé, à un moment donné, on est allé à Tananarive. La classe politique congolaise est allée à Tananarive, à Madagascar, pour juguler la crise congolaise. Des très bons discours ont été dits là-bas. Des très bonnes choses ont été décidées là-bas. Et quand on est rentré dans la mise en application, le Congolais s'est montré incapable de prendre ces bonnes résolutions et de le mettre en pratique. On a laissé passer du temps et la crise se maintenait. Alors on a décidé d'aller à Kokilatville Mbandaka, tenir un autre colloque national. Là aussi, de très bons discours ont été prononcés là-bas. De très bonnes décisions ont été prises. Quand on rentre, les animateurs des institutions étaient incapables de mettre ça correctement en application. Eh bien, les choses sont restées telles qu'elles étaient, c'est-à-dire la crise persistait. C'est pourquoi la sagesse Congo enseigne que tukumba mavanga, katukumbi mpovako. Ce qui veut dire, applaudissons les actions concrètes, n'applaudissons pas les paroles vaines. On a été à Tananarive, on a été à Kokilatville, des très bons discours. Quand il faut le mettre en pratique, on devient très vicieux, on devient incapable de mettre ça en pratique. Eh bien, la sagesse Congo dit Tukumba Mavanga et Katukumbi Mfofako. Applaudissons les actions concrètes, n'applaudissons pas les paroles vaines. Et la crise a continué. Et on est allé au conclave de Lovanium. Des très bons discours, des très bonnes décisions. L'incapacité du Congolais à mettre ça correctement en œuvre, la crise continue. Et on est allé à Addis Abeba. On est allé voir l'abbé Philbert Youlou à Brazzaville. Et la crise a continué.
On est allé sur le bateau Lutenica, où le grand sage Nelson Mandela était présent, où il a prodigué des sages conseils. Et la crise congolaise a continué. On est allé à Gaborone. On est reparti à Addis Abeba. On est allé à Sen City et la crise a continué. On est allé à Pretoria. Des très bons discours. Mais on est allé à la conférence nationale souveraine. Des très bonnes choses ont été dites là-bas. Des résolutions fantastiques ont été prises à la conférence nationale souveraine. Et on a abouti nulle part. Maintenant, on dit qu'il faut aller à un nouveau forum. C'est très important. Mais ce forum-là, quel est ce discours qu'on a tenu là, qu'on n'a jamais tenu dans ce pays? Il y a tous les différents forums qui avaient précédé. Mais tous les discours ont déjà été dits. Il suffit de prendre toutes les résolutions prises au conclave de Lualaba, prises à Gaborone, partout, à la conférence. Il suffit de mettre une commission sur place qui va prendre tous les discours qui avaient été dits là-bas et les résolutions. Eh bien, les solutions aux problèmes actuels du Congo sont déjà là. Quel autre discours on a tenu là-bas? Il n'y a plus de discours à tenir. Parce que dans le passé, on a tenu de très bons discours, on a pris de très bonnes résolutions, mais on s'est montré incapable de mettre ces résolutions en pratique. La crise a continué. Si maintenant nous allons à un nouveau dialogue, qu'on fait de très bons discours, qu'on prend de très bonnes résolutions, et qu'on mette sur place des institutions animées par des gens qui sont incapables de mettre ça en application, et bien qu'est-ce qui va arriver? La crise va continuer. La crise va continuer. C'est pourquoi dans mon précédent point de presse, j'avais dit que particularité spécifique, ce fameux forum, faisons-en un forum de communauté et non pas un forum de partis politiques. Mais j'entends des gens disent non, le problème est éminemment politique, ça va se résoudre par un dialogue politique. Mais vous avez tenu beaucoup de dialogues politiques ces 50 dernières années qui n'ont abouti à rien. Vous croyez que nous allons continuer à accepter, à tenir des dialogues, à décider des choses qu'on ne met pas en application et à continuer à faire souffrir le peuple? J'ai dit ceci, que allons-y tenir un forum de communauté. Pour simplifier les choses, disons seulement que allons-y tenir un forum de communauté où toutes les communautés d'une province donnée préparent un cahier de charges. Nous risquons à ce forum de ne traiter que 12 ou 13 cahiers de charges. Un cahier de charges de la communauté rondophone, un cahier de charges des gens du Congo central, des gens de Bandundu, des gens du Kassai, des gens du Katanga, du Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, Équateur. Ça risque d'être, bon, en chiffreront une quinzaine de cahiers de charges. Et dans ces cahiers de charges, nous pouvons même simplifier en disant, nous savons qu'il y a trop de problèmes à résoudre au Congo. On ne peut pas tout résoudre à la fois. Alors nous demandons à chaque province de présenter un cahier de charges qui ne va relever que les 5 premiers points majeurs qui tracassent la province. 5 par province. Parce que quand le gouvernement central malmène les Bakongo dans des injustices, qu'on écarte les Bakongo des entreprises, les Bakongo ne peuvent pas considérer l'actuel gouvernement central comme le leur. Comment ce gouvernement central doit se comporter pour que les Bakongo puissent considérer ce gouvernement central comme le leur? Ce même raisonnement
va être tenu chez les Bangala, qui sont nombreux avec les Bakongo en prison, chez les Baluba et les autres communautés congolaises. Allons à ce dialogue parler des problèmes qui tracassent d'abord nos bases avant de mettre nos éternels hôtes, toi de là que je m'y mette au devant. Un fonctionnaire de l'État, il fait 30 ans dans la fonction publique et il reçoit une pension. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques actuellement dans notre pays qui méritent d'avoir la pension. Parce qu'ils sont aux affaires depuis 65. Ça fait combien d'années? Ils sont aux affaires depuis l'année 1965. La crise est toujours là. Ils sont toujours les mêmes qui doivent gérer. Mais pourquoi faire? Puisqu'ils ne changent pas. Les fonctionnaires de l'État, c'est 30 ans, ils reçoivent la pension. Est-ce qu'on ne peut pas pensionner certaines personnalités trop bruyantes, trop conflictuelles? C'est une question que je vous pose. Mais je le répète 3 fois, que les forums politiques, il y en a eu. Que dans les différents forums politiques du passé, tous les bons discours ont déjà été tenus. On n'a plus besoin d'aller faire des discours. On dit, mettons une commission qui va prendre les résolutions de Tananarive et relever ce qui est encore présent actuellement. Les résolutions sont déjà là. Prenons la conférence nationale souveraine. On ne fera plus de discours là-bas. Nous irons seulement pour récolter les bonnes décisions qui avaient déjà été prises avant. Et ensuite, à regarder communauté par communauté, quels sont les problèmes qui tracassent la communauté Congo, qui tracassent la communauté Luba, qui tracassent la communauté Ngala, et ainsi de suite. Et en 3-4 jours, nous terminons le dialogue. Mais une fois de plus, quand nous aurons pris ces résolutions, ces bonnes résolutions déjà prises dans le passé, il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'enfin qu'on prenne ces résolutions et qu'on les transforme en actes. Mais si après avoir relevé ces bonnes résolutions, nous maintenons des savants docteurs vicieux, et bien après, ce forum national sera égal avant ce forum national. Et à ce moment, qu'est-ce que nous allons répondre à cette communauté internationale qui dit que la classe politique congolaise est médiocre? Mais effectivement, la classe politique congolaise est médiocre. Sinon, comment comprendre cela que 50 années durant, ils tiennent des colloques, ils prennent des résolutions qui ne mettent jamais en pratique? C'est une classe politique médiocre. Oui, mais alors, cette classe politique médiocre, où ces universitaires analphabètes, quand ils parlent, vous les entendez dire, nous sommes à l'heure des grands ensembles. Oui. Mais les grands ensembles sont faits pour être gérés par des grands esprits. Parce qu'il est extrêmement dangereux de confier un camion de gros tonnage à quelqu'un qui ne sait même pas conduire une petite Volkswagen. La République démocratique du Congo, c'est aussi grande que toute l'Europe de l'Est et elle est gérée par une classe politique médiocre qui a entretenu la crise voici bientôt un demi-siècle. Et cette classe politique médiocre, ces universitaires analphabètes, vous répète, ils font un grand pays parce que nous sommes à l'heure de grands ensembles, tout à fait d'accord. Mais le petit pays appelé Rwanda est en train de maîtriser ce grand pays colossal appelé la République démocratique du Congo. Ce petit pays appelé le Rwanda s'est développé mieux ces 50 dernières années que le Grand Congo.
le petit pays appelé Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, le Manianga est plus grand que la Guinée équatoriale. Le territoire de l'Ouosi est plus grand que la Guinée équatoriale. Mais ce petit pays-là, c'est fantastique. Ça s'est développé mieux que le grand pays République démocratique du Congo. Le petit pays appelé le Ghana s'est développé mieux que la République démocratique du Congo. Et puis, dans notre pays, la République démocratique du Congo, vous ne voyez pas que ceux qui prennent un grand pays fuient tous leurs grandes provinces pour venir s'entasser à Kinshasa, au Congo central, dans la plus petite province du pays. Mais vous êtes partisans des grands pays, vous fouillez les grandes provinces pour venir vous entasser à Kinshasa, au Congo central, qui est la plus petite province du pays. C'est paradoxal, ça. Des pays désertiques comme l'Éthiopie se sont développés mieux que la République démocratique du Congo, qui est le château d'eau d'Afrique, bourré de toutes les ressources naturelles fantastiques. Mais l'Éthiopie s'est développée mieux que la République démocratique du Congo. Alors, au sortir de ce dialogue, il faut que nous fassions un effort pour rechercher cet homme que j'appelle, ces hommes que j'appelle des grands connaisseurs dotés de valeurs morales et spirituelles. Cette catégorie d'hommes-là, des grands connaisseurs dotés de valeurs morales et spirituelles, cette catégorie d'hommes, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont quand même présents au Congo central. Ils sont au Bandundu, ils sont au Kasaï, ils sont au Katanga, au Maniema, au nord, au sud Kivu, ils sont dans la province orientale, en petit nombre dans toutes les provinces, mais ils sont là, ils sont dans l'Équateur. Ces hommes que j'appelle des grands connaisseurs dotés de valeurs morales et spirituelles. Si on va privilégier ces gens dans les entreprises de l'État, dans les différentes institutions, alors nous pouvons regarder l'avenir avec espoir. Sinon, ça va être malheureux. Et nous allons poser la question à la classe politique congolaise qui leur a donné ce droit de se maintenir au pouvoir pour malmener continuellement le peuple congolais. Parce que le peuple souffre à cause de la classe politique médiocre. Mais qui leur a donné ce droit qu'eux, ils doivent rester au pouvoir pour que le peuple souffre toujours? Qui leur a donné ce droit? Mais l'histoire a ses lois. Tout grand ensemble qui ne procure que la misère à son peuple finit toujours par éclater en plusieurs États indépendants. Et maintenir des savants docteurs vicieux au pouvoir, c'est conduire la République démocratique dans cette voie qui le conduira un jour à son éclatement à plusieurs États indépendants. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Non. Mais si nous ne voulons pas ça, alors agissons en conséquence en tant que des connaisseurs. Vous savez, les médecins, j'aime beaucoup les médecins. Je suis de formation maths, physique, chimie, mais à un moment donné, j'ai été chef de laboratoire de bactériologie à l'Institut de médecine tropicale. Je me suis un peu enfoncé dans la médecine et j'admire beaucoup les médecins. Aussitôt qu'une maladie se présente, le médecin fait un diagnostic implacable et sans sentiment. Il tire des conclusions et il les met en pratique. Et face à la jambe d'un malade gangréné, je ne sais, de cancer ou de quoi, le médecin propose une série de traitements. Il dit, nous allons d'abord le soumettre à tel traitement. Et nous allons voir les résultats. Si les résultats ne sont pas là, nous allons tenter telle solution. Si on n'a toujours pas de résultats, il arrive des moments où le médecin trouve que la seule façon de sauver le malade,
c'est de lui amputer la jambe. C'est malheureux qu'on vous ampute la jambe. Mais il arrive des moments où le médecin arrive à cette décision malheureuse. Pourquoi l'Empire romain a éclaté en plusieurs États indépendants? Pourquoi l'ex-URSS a éclaté en plusieurs États indépendants? Pourquoi la Yougoslavie a éclaté en plusieurs États indépendants? Pourquoi la Tchécoslovaquie s'est divisée en deux? Mais pourquoi le Soudan ici s'est divisé en deux? Mais parce que c'est cultivé dans ces pays-là des causes qui ont conduit à ça. Et ces causes sont actuellement cultivées en République démocratique du Congo. Si nous voulons l'unité de notre pays, il est temps qu'on change. Si on ne change pas, alors l'histoire va nous imposer sa loi qui sera implacable par la faute de ce que la communauté internationale appelle une classe politique médiocre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je résume en disant que toutes les bonnes choses ont déjà été dites dans les forums antérieurs que le Congo a tenu ces 50 dernières années. On n'a presque plus de discours à les faire. On n'a qu'à aller voir les différentes résolutions et retirer ceci à gauche, à droite, mettre ça sur pied et c'est fini. Tout a déjà été dit. Les bons discours ont déjà été faits. Les bonnes raisons ont déjà été prises. On ne les a jamais mis en pratique. Et j'ai dit que privilégions les communautés. 15 cahiers de charges, province par province, communauté par communauté, qu'on aille débattre ça et qu'on trouve des solutions qui vont être satisfaisantes aux différentes communautés congolaises. Et j'ai dit dans ce point de presse qu'après ça, il faut un petit réajustement, un petit toilettage des institutions de la République par-ci, par-là, pour rechercher dans nos différentes provinces ces oiseaux rares que j'appelle des grands connaisseurs dotés des valeurs morales et spirituelles. Et Ingeta, et Ibobo, et Ibobo. Je termine.